Voyons voir la deuxième partie de notre revue aujourd'hui. Nous allons parler des chaînes et des réseaux alimentaires, population, niche écologique, succession et écoservices. Alors, lorsqu'on parle de l'interaction entre les organismes, on a ce qu'on appelle les consommateurs et les producteurs. Les producteurs ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont les plantes. Les plantes ici utilisent le soleil et avec la photosynthèse vont produire leur propre biomasse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les consommateurs, eux, auront besoin de ces producteurs pour créer leur propre biomasse. Donc, il y a les consommateurs qu'on appelle primaires, qui sont les herbivores. Les herbivores, eux, vont manger des plantes. Il y a le consommateur qui est secondaire, qui celui-ci est un carnivore, qui, eux, vont manger les herbivores. Et on a ici les consommateurs tertiaires, qui, eux, sont des carnivores et des carnivores qui mangent des carnivores. Maintenant, chose intéressante, si on prend les humains, ici, les humains sont souvent des consommateurs tertiaires. Ici, on a des consommateurs qui sont... Oups, ouais, ça... Comment ça fonctionne pas. Voilà. Qui sont des carnivores ici de premier ordre. Ici, on peut être des herbivores, mais aussi les humains sont aussi... Oups, non, on n'est pas des producteurs. Nous sommes des herbivores, carnivores ou des carnivores. Et ici, ce n'est pas de troisième ordre, il y a une petite erreur. C'est de deuxième ordre. Parce qu'ici, on a des consommateurs secondaires qui sont des carnivores, qu'on peut dire de premier ordre. Maintenant, lorsqu'on parle de niveau trophique, on a l'énergie du soleil ici. Le premier niveau trophique sont les producteurs. Et à chaque fois qu'on passe à une autre étape de la chaîne alimentaire, on a notre deuxième niveau trophique, troisième niveau trophique et ainsi de suite. Et je rappelle qu'à chaque fois qu'on change de niveau trophique, on se retrouve seulement avec 10% de la biomasse produite ou de l'énergie disponible, ou l'autre, ça pourrait être biomasse comme ceci, et l'autre 10% des nombres qui peut être supporté. Ça, bien sûr, c'est une valeur statistique. Et ceci, on appelle ça l'efficacité trophique. Maintenant, lorsque l'on a notre chaîne alimentaire ici, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle une bioaccumulation. Donc, si on prend le renard qui est ici, le renard a une bioaccumulation par tous les lapins qu'il finit par manger dans sa vie. Et donc, dans celui-ci, a une bioaccumulation. Alors, si on prend un autre ici, on peut avoir, par exemple, des pesticides dans l'herbe. Oups, voyons voir. On a... continuons. Voyons voir. Si nous prenons ici de l'herbe et que l'on prend du fait qu'il y a ici une chaîne alimentaire, ici on a ce qu'on appelle une bioamplification. Parce qu'on a toute une chaîne qui est à considérer. On a ici une chaîne à considérer ici. Très bien. Et c'est ça. Donc ici, on a une chaîne alimentaire qui est lorsqu'on prend, par exemple, on a notre lapin, notre herbe qui passe aux sauterelles, aux petites souris et à l'oiseau. Ça, c'est une chaîne alimentaire et un réseau, c'est l'ensemble de toutes les chaînes alimentaires présentes. Une population, maintenant, qu'est-ce que c'est? Population, ça peut être en équilibre, car un écosystème fermé a une capacité de charge définie. Ça veut dire qu'on peut avoir une petite quantité de micro-organismes. Par contre, on se retrouve avec une
croissance exponentielle lorsque celle-ci prend sa place. Mais éventuellement, il y a ce qu'on appelle une capacité de charge. C'est la quantité d'organismes d'une espèce qui peut être soutenue de façon durable dans un écosystème. Maintenant, nous, lorsqu'on parle des humains, on dit les humains, c'est plus ou moins 10 milliards de personnes. Maintenant, nous avons une niche écologique qui fait que nous pouvons, écologique, nous prenons de l'énergie pour changer cette donnée. Alors, nous verrons bien dans les décennies à venir ce qui arrivera. On a ici dessous un cycle de proies prédateurs. Donc, on peut voir ici que lorsqu'on a des proies, il y a une certaine quantité de proies qui augmente. Ce qui arrive, c'est que oui, on peut soutenir une certaine quantité, sauf que s'il y a des proies possibles, il y a une augmentation possible de prédateurs qui peut arriver. Maintenant, ça crée un cercle vicieux parce que s'il n'y a plus de prédateurs, la quantité de proies va finir par descendre et sans conséquence baisse la quantité de nourriture qui fait que la population du prédateur descend. S'il y a moins de prédateurs, il y a une autre augmentation de ces proies possibles et donc on a les prédateurs qui peuvent revenir dans la région. Et bien sûr, on peut voir que c'est un cycle qui continue pour toujours. Et on peut voir ici que si on a une population d'à peu près 100 proies ici, on se retrouve ici avec à peu près une dizaine. Un peu notre donnée on supporte 10% de ce que le niveau trophique précédent peut donner. Il y a bien sûr des facteurs limitants. Donc, les facteurs limitants peuvent être la place, peut être la nourriture, qui fait que la population d'une espèce peut être limitée en ce qui concerne leur quantité. Il peut y avoir une désertification ou il peut même y avoir des inondations. Donc ça peut affecter un écosystème. Le bassin hydrographique, c'est s'il y a des changements dans l'apport d'eau dans une région. Ceci peut être changé soit par la géographie, ça peut même être changé par les castors, qui sont des ingénieurs d'écosystèmes. Bien sûr, il y a l'empreinte écologique de chacune des espèces dans notre écosystème. Ceci fait qu'il peut y avoir une augmentation ou une diminution de certaines espèces dépendant des organismes qu'il y a dans celui-ci. Et il faut se dire que même s'il y a des cycles de proies et de prédateurs, il y a tout ce qui s'appelle écoservices. Par exemple, il y a les arbres qui font la photosynthèse, il peut y avoir les écureuils qui peuvent transporter les graines un petit peu partout. Il y a aussi les oiseaux comme ceci qui vont manger les insectes. Et donc, il y a des services qui nous sont offerts par les organismes. Et ceux-ci sont faits car certains organismes ont leur niche écologique. Et cette niche écologique permet à d'autres espèces d'apprécier un écosystème. Maintenant, on a vu que lorsqu'on parle de niche écologique, on peut aussi rappeler que ça peut faire partie un peu de l'empreinte écologique. Donc ici, il y a la nourriture consommée par cet organisme. Il y a aussi de l'habitat ou la transformation de l'habitat par cet organisme. Il peut y avoir l'utilisation de l'eau. Donc certaines espèces sont plus enclins à avoir des environnements humides et d'autres plus secs. Et bien sûr, il y a production et traitement des déchets. Et c'est pour ça que ceci peut être un facteur limitant à certains organismes. On a vu en classe ici qu'on a le même écosystème. Et ici, on se retrouve, alors, activité diurne, donc dans le jour. On a certains oiseaux, certains insectes et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de la fin de la journée comme ceci, on peut voir que les chauves-souris arrivent pour manger certains insectes qui étaient mangés par d'autres oiseaux durant le jour et d'autres petits animaux qui font leur apparition. Maintenant, lorsque la nuit arrive, d'autres animaux vont sortir. Donc, ceci permet de maximiser
de maximiser ce que l'écosystème peut donner comme nourriture et s'assurer de garder, de maintenir un certain nombre d'organismes. Et ça ici, ça permet de diminuer la compétition. La compétition pour la nourriture, pour la place, l'eau, et ainsi de suite. Autre information intéressante, les écosystèmes évoluent. Donc, quelquefois, il peut y avoir dans un écosystème une forêt où il y a une perte de biomasse. Ça peut être un feu de forêt. Et on peut bien voir, bien sûr, que ça peut être les humains qui coupent le bois. Mais on se retrouve ici avec un environnement où certaines plantes peuvent pousser. Avec un certain temps, on se retrouve avec d'autres plantes. Maintenant, n'oubliez pas que lorsqu'il y a des plantes qui grandissent, il y a bien sûr une certaine compétition pour ici le soleil. Et avec un certain temps, on se retrouve avec certaines plantes qui vont prendre plus d'espace et éventuellement on va se retrouver avec des forêts matures ici. Des forêts matures qui vont supporter d'autres types d'organismes. Et bien sûr, ici, on montre l'évolution de différents oiseaux, mais il peut y avoir différents types de prédateurs ou de proies qui se retrouvent ici. À l'intérieur de d'une forêt comme ceci, alors je rappelle qu'il y a certains écoservices, comme la photosynthèse, qui produit l'oxygène et élimine le dioxyde de carbone dans notre environnement. Il y a les abeilles et la pollinisation. Alors ici, ça se passe dans la forêt, mais bien sûr, on utilise cet écoservice pour la pollinisation pour notre nourriture. Et il y a aussi les chaînes alimentaires qui, même si on dit oui, mais certaines espèces se font manger pour d'autres, le fait d'avoir un certain nombre de vies, alors certains insectes qui vivent dans un endroit, d'une certaine façon, peuvent soit faire des déchets, peuvent décomposer les matières organiques, ils peuvent, alors certaines parties de la chaîne alimentaire vont aider ici. Il peut y avoir, voyons voir, j'avais une idée mais j'ai oublié. Il y a bien sûr la production de nourriture qui fait partie des écoservices aussi. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des écosystèmes qui évoluent, il y a ce qu'on appelle des ingénieurs d'écosystèmes, comme les castors ici. Chose intéressante, les humains sont aussi des ingénieurs d'écosystèmes. Est-ce qu'on fait de grandes choses? Bien sûr, on est fantastique. Est-ce qu'on fait des choses qui sont moins bonnes? Bien sûr. Est-ce qu'on détruit certains environnements? Bien sûr. Et ça fait partie, bien sûr, des discussions qu'on a eues en classe et des discussions à venir.